Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Londres de Céline. De quoi ça parle ? Dans Guerre, on avait laissé le narrateur en compagnie d'Angèle et de Purcell, direction Londres. Eh bien, on reprend les mêmes et on va suivre leur quotidien dans la capitale anglaise. Ferdinand traîne maintenant avec une bande de souteneurs et se cache de la police. Angèle est entretenue par Purcell. Les mois passent dans la débauche et la violence. Mon avis. J'ai lu en parallèle le style réactionnaire de Vincent Berthelier pour ma vidéo sur Houellebecq et j'ai pu m'aider de quelques notions. Et la première qui est celle du roman parlant, que Berthelier emprunte à Jérôme Mézos. Un récit oralisé qui, au nom d'un souci vitaliste d'expressivité, donne à entendre l'acte narratif comme une parole et non comme un écrit. Tout est là pour faciliter l'insertion du lecteur, son immersion, comme si on était un ami à qui il fait le topo dans sa langue argotique. Et si on pouvait rapprocher Guerre de l'Iliade, Londres serait l'Odyssée. J'ai vu comme ça des scènes homériques. Ce qui est amusant et qu'on avait déjà souligné dans Guerre, c'est que ça travestit l'épopée, pour en faire une sorte de récit sur l'humanité prosaïque et grotesque. L'horreur et le dégoût des combats, la lâcheté et les magouilles. Londres, ce n'est pas l'homme qui rentre victorieux dans sa patrie, mais celui qui la fuit. On pourrait voir en Angèle une sorte de Calypso ou de Circé, une ensorceleuse ensorcelée. En Purcell, le cyclope, avec les masques qui représenteraient l'œil unique. Talon d'Achille de la bête, pourrait-on dire. Mais plus qu'un jeu de correspondance, qui tient toujours un peu à un numéro d'équilibriste, ce qu'on peut trouver de commun dans les deux œuvres, c'est un désagrément, un caillou dans la chaussure. Car si le narrateur se complaît dans la luxure, et qu'il est à certains passages un véritable coq en pâte, transparaît aussi, et surtout, un sentiment de trac, qu'on pourrait traduire comme un mal du pays. La ville est un personnage à part entière. On assiste dès le départ à la présentation et la visite guidée d'une Londres viciée et vicieuse, pays de prostituées, de puanteurs. Un tableau vivant et éclaté qui tiendrait de l'exphrasis. Ce qu'on avait déjà dit dans Guerre, mais d'une exphrasis expressive, abstraite et déconstruite, très début de siècle, à la Autodix. On pense aussi à la Londres de Jack l'Éventreur, une Londres des bas-fonds, qui montre l'hypocrisie du reste de la société par l'implosion des tabous, où les gentlemen sont des clients comme les autres, et les ladies, des danseuses de revue. Une ville comme en sous-sol, alors que la guerre éclate et que les hommes sont au front, et où se retrouvent les indésirables de la société, les prostituées, les macros, la contrebande, à laquelle essaie de faire partie le narrateur, bien qu'on voit, au début du moins, que les codes de domination de la masculinité des macros ont du mal à être appliqués par lui. Mais le rapport s'inverse par la suite. Et c'est pour cela qu'on peut peut-être dire qu'il s'agit d'un livre sur la victoire de la virilité, dans le sens dont l'entendrait Aude Rivoal. La virilité est quelque chose que l'on possède comme un attribut, associé aux figures du sportif, du criminel, du fasciste, du militaire, de l'aventurier, de l'ouvrier. La virilité s'incarnerait dans la mise en scène d'une masculinité visible, exacerbée et corporelle. Le lien avec la violence est ainsi rapidement établi au travers d'une culture virile, entre exaltation et préservation du corps masculin. On remarquera qu'en effet, les comportements valorisés dans le roman par la bande à Ferdinand sont ceux liés à l'asservissement de l'autre. De la femme, ça peut être aussi les enfants, ou ce qu'on appellerait de nos jours les minorités avec le médecin juif. De préférence avec la violence, ou du moins avec la contrainte. De nombreuses scènes montrent une émulation à mater les filles pour les dresser, une manière de coloniser le féminin, l'envahir, puiser ses ressources pour en faire profit. Mais comme nous l'avons dit, Céline montre, au départ en tout cas, une ambivalence vis-à-vis de cette masculinité. Déjà, avec la figure du médecin, qui est le seul chic type, j'ai envie de dire. Le médecin est montré sous un jour agréable, père aimant et compréhensif, médecin consciencieux. On voit qu'il représente aux yeux de Ferdinand une sorte de modèle. Un modèle impossible à imiter, car la noirceur revient toujours. Et c'est cette même noirceur qui le chassera de cette halte, de ce cocon familial. La guerre forcera la famille à se séparer, et notre médecin de travailler au noir avec notre équipe de bras cassés. Et comme un double de Ferdinand, il deviendra lui aussi, en fin de compte, un macro parmi les macros, perverti par le stupre et l'argent. Comme une preuve que l'humanité, dans le fond, n'est qu'un animal parmi les autres, tyrannisé, malmené par ses pulsions. Le dedans de l'homme, c'est un métro. Il y a des étages et des étages. À mesure qu'on va plus bas, on se dégoûte davantage. Mais il y a quand même des distributeurs même au plus bas, avec du chocolat, des petits jouirs, des bonbons. Ferdinand est souvent en manque d'argent, s'il conduit chez Angèle. À côté de la pratique de la médecine, c'est quand il la rejoint qu'il a droit à quelques moments de grâce. Mais Angèle sera frappée par un des souteneurs et perdra la raison.
ce qui permet de montrer deux faces de la femme comme l'envisageait souvent le XXe siècle, la maman et la putain. Exacerbée dans les deux cas, dans un éternel rut, comme l'écrit l'auteur dans la première partie du roman, et donnant le sein à des enfants imaginaires dans la seconde, Angèle ne vit que pour satisfaire les besoins primaires. Prostituée nourricière, une personnalisation de cette Londres bientôt sonnée elle aussi par la guerre. D'ailleurs, la guerre, revenons-en. Car la fuite n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. La guerre est partout. Le traumatisme de la guerre avec le personnage de Purcell pourrait nous évoquer le Septimus de Mrs. Dalloway. Après s'être nourri avidement d'Angèle, devient obsédé par les masques à gaz, jusqu'à en tomber gravement malade en s'empoisonnant lors d'un test vers la fin du livre. Comme une manière de montrer que la pulsion de mort l'emporte toujours sur la pulsion de vie, et que l'appétit sexuel n'est qu'un pis-aller. C'est pour ça que ce qu'on doit retenir, certainement, de ce livre, c'est la charge contre la guerre. C'est pas une guerre, c'est un gros vice énorme. On se fait jouir dessus-dessous, on se passe les tripes autour du bide, on tire dessus, c'est la mode, on se ficelle avec ensemble, on n'a plus le temps de saigner tellement on rigole. Un morceau de cervelle dans la bouche bien pourri, c'est la torture, ça c'est amusant. Un général s'est décollé sa prostate lui-même pour retourner plus vite au front, avec ses doigts. On ne pense plus, on agit. La description est hyperbolique pour montrer l'absurde, et la présence du champ lexical du rire ne cache que difficilement l'effroi, la plainte qui s'en dégage. Comme un gamin qui ricane pour qu'on ne voit pas ses yeux briller. C'est ce qui émane du narrateur. Une sensibilité à fleur de peau quelque part derrière le cynisme. C'est donc un roman que je vous recommande. C'est un style furieux qu'on y trouve, éructant, nous constellant de bave. La toute première partie n'est peut-être pas la meilleure, avec l'accumulation de personnages, des tableaux les uns après les autres qui nous donnent l'impression d'être dans un musée un peu trop rempli. Mais assez vite, on monte dans ce train qui s'achemine vers la folie du monde. Par contre, le lexique à la fin, ils auraient quand même pu s'abstenir, prendre le lecteur un peu pour un con ou marquer une distanciation avec ces lignes. L'air de dire c'est si vieux qu'on est obligé de traduire. Et comme c'est si vieux, on peut patrimonialiser ce texte d'une manière artificielle, alors qu'il résonne d'une manière très moderne. Et peut-être aussi de se déresponsabiliser un peu. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.